Restitution de la première audience du procès RDC-Rwanda, le vice-ministre de la Justice a renseigné au cours d'un point de presse que les juges de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité face aux deux parties. Prise en charge des enseignants et réhabilitation des infrastructures de la province du Kasaï, voilà deux problématiques qu'une délégation des députés nationaux élus de la même province ont soumis ce mardi à la ministre de l'ESU. Et puis célébration ce mardi de la Journée internationale des personnes âgées. Le thème choisi cette année est Personnes âgées et situation d'insécurité. Quelles actions pour sa protection en situation d'urgence? Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. Le vice-ministre de la Justice, garde des Sceaux, a confirmé plutôt la tenue du procès RDC contre Rwanda en date du 26 septembre 2024 dernier devant la Cour de la justice de la CEAC. Samuel Mbemba a signifié que ce procès fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi contre son homologue rwandais Paul Kagame, son pays et ses complices. Le vice-ministre de la Justice a fait le compte rendu à la presse ce mardi. Regardez. Voici ce qu'il y a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. De là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. Tel est le résumé de la première audience du CRDC Rwanda. Et le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani, a donné le go de travaux de la 9e session de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation des frontières entre la RDC et la République du Congo. C'était le lundi 30 septembre, ici même à Kinshasa, en présence de son homologue du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirin Mboulou. Nico Kassanda, reportage. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Durant 2 jours, les experts des deux pays travaillent d'arrache-pied sur des questions relatives à la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. Un cadre approprié qui privilégie le dialogue et concertation en vue d'aplanir toute divergence entre les deux pays. Cette frontière longue de 1500 km, dont 350 km est terrestre et 1200 km de frontière est liquide sur le fleuve Congo et la rivière Ubangi, est régie par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région des Manyanga le 22 novembre 1885. Nos deux pays partagent une frontière commune longue de
1550 km, dont 350 de frontières terrestres et 1200 de frontières liquides sur le fleuve Congo et la rivière Ubangi. Cette frontière est régie par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manyanga, signé à Manyanga le 22 novembre 1885. Cette démarcation reste inachevée. Au patron de la territoriale du Congo-Brazzaville d'indiquer que cette démarcation entre les deux pays constitue une exigence de l'Union africaine. La démarcation de nos frontières communes, afin de les rendre visibles là où elles ne le sont pas encore, constitue une exigence de longue date de l'Union africaine. Disons-le, les deux capitales les plus rapprochées du monde doivent mettre les bouchées doubles pour notamment mobiliser les ressources afin de finaliser ces travaux de délimitation et de démarcation. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, séjourne à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis le lundi 30 septembre. Son séjour en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre de renforcement de la diplomatie parlementaire et la coopération entre les deux pays. Le speaker de la Chambre basse du Parlement participera à la séance inaugurale de la deuxième session ordinaire de la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire. Nico Kassanda revient. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'octobre de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre en milieu d'après-midi. À sa descente d'avion, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adama Bictogo en compagnie des officiels de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire, dont l'ambassadeur de la RDC Gilbert Nabena. Cette visite s'inscrit dans le cadre de réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bictogo va conduire sous paix dans les pays en conflit au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali. Parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que nous aimons beaucoup. Et je suis venu aussi, enfin, pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Pour Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après avoir assisté à la cérémonie inaugurale de la session de septembre à Kinshasa. Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, j'étais moi-même à Kinshasa il y a quelques jours pour participer à l'ouverture solennelle. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'à la vérité, il n'y a pas de frontières entre nos États. Les deux présidents sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et de la coopération parlementaire. Et puis le député national Freddy Bonzeki a déposé le lundi 30 septembre au bureau de l'Assemblée nationale deux questions orales adressées au ministre du Plan et celui de la Santé publique. L'élu de Mouchi constate que le programme de développement local de 145 territoires n'est pas effectif dans son territoire car tout est aux arrêts. En rapport avec la gratuité de l'accouchement et des soins, ce programme ambitieux du gouvernement n'a pas d'effet dans cette partie du pays. Reportage. J'ai déposé mon rapport de vacances parlementaires et j'en ai profité pour poser deux questions orales avec débat, adressées respectivement au vice-premier ministre, au ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, en rapport avec l'exécution des 145 territoires, du programme de développement local de 145 territoires, et au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale en rapport avec la gratuité des accouchements
et des soins aux nouveau-nés. Dans ma circonscription électorale, où j'ai été, dans la circonscription électorale de Mouchi, j'ai pu remarquer que le programme des 145 territoires n'est pas effectif. J'ai trouvé que tous les ouvrages, aucun ouvrage n'a été livré. Tout est inachevé, tout est aux arrêts, tout est en arrêt. Et donc, il y a de quoi poser la question pour savoir quelle en est l'explication. Quelle en est l'explication? Et en ce qui concerne la gratuité de maternité, là aussi, c'est un programme ambitieux que le chef de l'État a dû initier, mais sur le terrain, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Et nous voulons que ces programmes puissent avoir d'effet. Pour impacter la vie sociale de nos populations. Et puis tout à fait autre chose, ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une session essentiellement budgétaire dont les travaux seront consacrés à l'examen et au vote des projets dédiés à caractère budgétaire. Dans son adresse, le président de cet organe délibérant a indiqué que son institution s'engage à accompagner le gouvernement provincial dans la bonne exécution de son programme quinquennal. C'était donc le lundi 30 septembre 2024. Regardez. La cérémonie solennelle de cette rentrée parlementaire a été présidée par le président de cette institution, Lévi Mbouta, qui a souligné que cette session est essentiellement budgétaire et ses travaux seront consacrés à l'examen et au vote des projets dédiés à caractère budgétaire. La session qui s'ouvre aujourd'hui est essentiellement budgétaire et de dur labeur. Ces travaux seront en effet consacrés en priorité à l'examen et au vote des projets dédiés à caractère budgétaire que je vais annoncer ci-après. 1. Projet dédié portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023 et la prise de connaissance des observations y formulées par la Cour des comptes. 2. Projet dédié portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2025. Lévi Mbouta promet que l'Assemblée provinciale va accompagner l'exécutif provincial pour la bonne exécution de son programme quinquennal. Concernant le contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement provincial, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a fait remarquer que ceci ne doit nullement être perçu comme un acharnement. Pour paraphraser l'honorable président de l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire ou budgétaire ne doit pas être perçu comme un acharnement des députés provinciaux contre le membre du gouvernement provincial, mais plutôt comme une manière dissuasive permettant d'anticiper tout manquement ou tout dérapage éventuel dans la gestion des affaires publiques de la ville de Kinshasa. Il faut dire que plusieurs personnalités, tant politiques, civiles que militaires, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa, ont participé à cette rentrée parlementaire. Et puis les députés nationaux élus de la province du Kasaï sollicitent l'attention de la ministre de l'Enseignement supérieur sur la prise en charge des enseignants et la réhabilitation des infrastructures académiques de leur province. Ces représentants du peuple se sont exprimés au cours de l'audience leur accordée ce mardi 1er octobre par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo. Suivez donc le propos de Guy Mafuta, porte-parole de cette délégation. Nous avons posé les problèmes d'ordre généraux, notamment la question des infrastructures. Il a été question de relever que la province du Kasaï ne connaît même pas les infrastructures. Chez nous, il faut parler de la construction des établissements d'enseignement supérieur plutôt que de la réhabilitation. Donc, tout est à refaire, il n'y a rien. Nous avons également fait le point sur la prise en charge des enseignants. Il a été fait état du manque de prise en charge. Quand nous essayons de comparer notre province en termes d'effectifs pris en charge par rapport aux autres, nous réalisons que la province du Kasaï est l'oubliée de toute la République. C'est pourquoi nous avons sollicité de la ministre qu'une attention particulière soit attirée sur la province du Kasaï en termes de prise en charge des enseignants.
Il a également été fait état des demandes d'agrément des établissements supérieurs qui sont en souffrance également. Les agréments, effectivement, sont en souffrance. Et aussi, nous avons mis le point sur 2 cas spécifiques, notamment celui de l'université officielle de Tshikapa. L'État congolais, la République démocratique du Congo, a doté, n'est-ce pas, la province du Kasaï d'une université officielle. Mais à ce jour, cette université n'existe que de papier. Il existe un arrêté, certes, qui le crée, mais à ce jour, il n'y a rien. Pas de mise en place, pas de bâtiment, rien du tout. Nous avons attiré l'attention de la ministre pour qu'un contenu soit donné à cet arrêté. Aussi, nous avons également mené un plaidoyer en faveur de l'université du Kasaï. À Tshikapa, au Kasaï, il y a une université qui est gérée par un prêtre de chez nous, l'université du Kasaï, qui a subi une suspension une fermeture d'une faculté, la faculté de médecine. Et là, nous avons plaidé pour que cette faculté qui déjà bénéficie d'une clinique qui répond aux normes exigées, pour que cette faculté soit réouverte, pour que cette université puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Je l'avais dit au sommaire, personnes âgées et situations d'insécurité, quelle action pour sa protection en cas de situation d'urgence? Madame, Messieurs, c'est le thème de la journée internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année. L'objectif est de renforcer davantage la protection des personnes de 3e âge qui constituent une frange importante de la population mondiale. Suivez. Selon le secrétaire général de l'ONU, dans son message à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées 2024, avec le vieillissement de la population, le système de soins et de soutien sont essentiels pour permettre aux personnes âgées de continuer de participer activement à la vie de leur communauté et d'enrichir celle-ci. Malheureusement, les personnes âgées n'ont pas trop souvent accès à cette aide, d'où l'aggravation de l'inégalité et l'accroissement de la vulnérabilité des personnes âgées. À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, les États sont encouragés de mettre au point des systèmes de soins durables et équitables et donner voix aux personnes âgées en garantissant leur participation à l'élaboration des politiques. Cela passe par l'investissement dans l'infrastructure des soins en créant des possibilités de travail décent et permettre aux personnes qui prodiguent des soins informels de devenir des aides formelles. L'ONU appelle en ce jour à s'engager pour renforcer les systèmes de soins et de soutien pour garantir la dignité des personnes âgées et des traitants. En sport, l'administration du FC Saint-Éloi Loupopo a procédé à la remise et reprise entre le secrétaire général sortant Dona Moulongoy et l'intérimaire Jean-Papi Moukadi. Cette cérémonie intervient donc après la démission de Dona Moulongoy suite au dossier du transfert du latéral droit Dieu Béni Ndongala au TP Mazembe. Charlotte Tinta, reportage. Désormais, Dona Moulongoy appartient au passé. La remise et reprise entre les deux secrétaires a eu lieu ce lundi au siège du club. Dona Moulongoy, secrétaire général sortant, a remis à Jean-Papi Moukadi, secrétaire général intérimaire entrant, tous les dossiers liés à la situation administrative de l'équipe. Je vous remets le sceau officiel du club. C'est l'unique sceau qui existe. Dans la rubrique des litiges, je signale ici au club que Loupopo fait face à 2 litiges majeurs. Le premier litige, c'est les conflits qui nous opposent au TP Mazembe, au sujet du joueur Dieu Béni Ndongala Makonzo. Encore une fois, devant caméra, c'est le seul dossier, et je l'ai dit au président lorsque nous avions échangé, avant que je ne prenne cette décision de lui déposer ma démission, que c'est le seul dossier que je n'accepterai pas que mon comité abandonne. Mon honneur et ma réputation en dépendent. Et je veux aller avec ce dossier jusqu'au bout. Il y a 3 semaines, et les gens pensaient que c'était facile, il y a 3 semaines, nous avons été convoqués dans la commission de discipline, nous avons été confrontés. Mazembe était là, Loupopo était là, Trinité était là, les Aigles étaient là, et ça va faire 3 semaines que la décision tarde à venir. Ça signifie en d'autres termes que le dossier n'est pas facile que les gens le pensent. Monsieur le secrétaire adjoint, je vous accompagnerai dans ces dossiers. Je suis prêt à vous accompagner. Si jamais on n'a pas raison au niveau local,
nous abandonnerons ce dossier que si la FIFA nous dit que nous sommes fautifs. Je vous remets le dossier complet dans lequel se trouve la note synthèse du dossier. Et cette note, il faut la garder jalousement. Et j'en profite pour vous dire que j'ai retrouvé également une convention qui a toujours été gardée secrète. Cette convention qui lie Mazembe à Trinité. Et c'est cette convention qui confirme que les deux clubs sont dans le transfert réel, ce qui est interdit et condamné et punissable. Les hommes passent, les institutions restent, dit-on. Dona Moulongoy a marqué son temps à ses postes et revient désormais à son successeur d'en faire autant. Et puis Guy Mafuta veut relever le niveau du sport à Chikapa. Le président des Dibumba Sport l'a fait savoir à l'issue de la victoire de son équipe, 3-0 lors du derby face au Moumekano au stade des Martyrs. Faire jouer ce derby à Kinshasa est un premier pas vers des belles perspectives. Shadrack Tanta revient. J'ai un programme pour le football au Kassai et je crois qu'avec le temps, je vais essayer de l'implémenter. Déjà, ceux qui le savent, nous sommes en train d'aménager les terrains. L'objectif, c'est d'aménager 10 terrains à Chikapa, au Kassai, et voir comment faire jouer le football pour avoir aussi une ligue. Nous dépendons de Kananga, ce qui n'est pas du tout bien parce que nous avons autant de clubs à Chikapa, autant de talents aussi. Donc, on va petit à petit essayer un peu de faire des bonnes choses pour que les jeunes gens du Kassai aussi jouent au plus haut niveau. C'est cela l'objectif aussi. C'est la montée. Là, nous disons que déjà dès la phase aller, nous devons envoyer un message fort que Dibumbadi, il y a 5-6 ans que vous avez connu tout feu, tout flamme, veut revenir à son plus haut niveau. Il y a tout un projet derrière ça. Nous avons commencé. Vous verrez que nous irons de Ketchendo. Donc voilà, Dibumba veut rentrer à la Ligue 1, jouer contre Mazembe, Vita, jouer ici. Et surtout, si nous avons un stade homologué à Chikapa, faire venir Mazembe, Vita, DSMP à Chikapa. C'est cela ma vision, que ces grands clubs de football viennent jouer aussi à Chikapa. Chez moi, c'est à Chikapa, c'est pas à Kinshasa. J'ai envie de rentrer chez moi, que Dibumba m'aide à rentrer chez moi. Et pour finir, en Haïti, 6000 personnes meurent de faim. La situation de crise alimentaire en raison de violences sévit dans la capitale, selon un nouveau rapport publié. Regardez. C'est le Programme alimentaire mondial qui a publié le nouveau rapport qui relève que la crise alimentaire dans le pays affecte la moitié de la population haïtienne qui leur est imposée par la violence des gangs. Ils sont ici dans des conditions de vie très difficiles et l'endroit est très exigu. Ils ont perdu leur capacité de gagner de l'argent. Nous voyons donc de très nombreuses personnes qui vivent dans des sites pour personnes déplacées dans la capitale et qui sont dans une situation considérée comme la plus grave en termes d'insécurité alimentaire. C'est le niveau 5, le niveau catastrophique d'insécurité alimentaire. Depuis l'année dernière, le coût du panier de la ménagère a augmenté avec une inflation de 30%. En juillet dernier, des déplacés au nombre de 6000 dépendent entièrement du Programme alimentaire mondial ainsi que des autres ONG. On va prendre le rappel de principaux titres. Restitution de la première audience du procès RDC-Rwanda, le vice-ministre de la Justice a renseigné au cours d'un point de presse que les juges de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité face aux deux parties. Prise en charge des enseignants et réhabilitation des infrastructures de la province du Kasaï, voilà deux problématiques qu'une délégation des députés nationaux élus de la même province ont soumis ce mardi à la ministre de l'ESU. Et puis, célébration ce mardi de la Journée internationale des personnes âgées. Le thème choisi cette année est « Personnes âgées et situations d'insécurité. Quelles actions pour sa protection en situation d'urgence ?» Ce journal est complètement terminé. C'était un plaisir de vous le présenter, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonsoir.